catastrophe, jour de famine et de détresse. Vision. Il neige, j'ai la grippe. Sur la place, les gamins font des glissades. Je m'accoude à la fenêtre et contemple cette vie sur la neige. Sont-ils souples et lestes, ces enfants? Grands et petits s'en donnent, ils glissent, ils se poussent, ils tombent en grappe. Ah, en voici un en loques, sale, la tête embroussaillée, les sabots trop grands, les bas troués, les genoux perçant le pantalon, le fond de culotte en lambeaux. Pâle, boursouflé, mais agile et râblé. Déjà de loin, il prend son élan et fait une glissade d'une douzaine de mètres. Dans cet élan, qu'il ne parvient plus à maîtriser, il en entraîne d'autres, il en renverse sur son chemin. Aucun n'a mal. Tous cependant se fâchent, se redressent et tombent sur le petit. C'est qu'il est plus adroit qu'eux, et sale, et pouilleux. Il le traîne hors de la piste, le roule dans la neige, le cogne et le jette la bouche contre le trottoir. L'enfant se relève, essaie de se défendre, le bras en bouclier, mais il est seul. De rage et de douleur, il s'en va, boitant et pleurant pitoyablement. C'est ainsi que mon frère, Kès, nous revenait toujours quand nous étions petits. Ce sensuel petit Kès, il avait d'admirables larmes, grandes et limpides comme des perles de rosée. En me retirant de la fenêtre, j'aperçus ma figure dans l'espion. Ma bouche était contractée, mes yeux en pleurs. Je venais de revivre une des scènes douloureuses de notre misérable enfance. Ces scènes dont nous sortions honnis et maltraités étaient toutes provoquées par notre pauvreté, car quand c'est pour le plaisir, ce sont toujours les déguenillés que l'on rosse. Mes parents. Avant l'altération continue, sûre et comme méthodique que la misère fait subir aux natures les mieux trempées, mes parents étaient, dans leur milieu et pour leur éducation, deux êtres plutôt rares, tous deux d'une beauté exceptionnelle, quoique diamétralement opposés. Mon père, Dirk Holdema, était un frison, haut de 6 pieds, mince et élancé comme un bouleau, et d'une flexibilité incroyable. Il avait le teint très frais, les yeux bleu clair, lumineux, une denture merveilleuse, des cheveux châtain clair bouclés, une voix parlée franche et timbrée, et une voix chantante de ténor léger qui faisait s'arrêter les passants. Son plus grand plaisir était, le soir, assis avec tous ses enfants autour de l'âtre, de chanter en chœur ou de raconter des anecdotes de sa vie de soldat alors qu'il était trompette, avait un beau cheval et que pendant que les autres étaient en ribote, il raccommodait les bas de tout le régiment pour pouvoir louer des livres. C'était la seule époque de bonheur qu'il avait eue dans la vie. Ma mère, d'origine liégeoise, était petite et brune, d'une joliesse piquante, extrêmement fine et bien prise, lisant des romans d'aventure, mais n'en ayant jamais eu dans la vie. Elle préférait le luxe au confort, et à cause de son éducation sommaire, cela se manifestait par un bonnet à fleurs rouges et blanches sur une chevelure mal entretenue, ou des souliers vernis sur des bas troués. Sa joie était de sortir avec Mina, ma sœur aînée, pour aller voir les magasins, de choisir aux étalages des toilettes magnifiques pour nous tous, de se griser là-devant, et de discuter le goût et le choix, comme si c'était arrivé. Toutes deux rentraient la tête en feu et continuaient la discussion devant une tasse de café sucré. Une des grandes attractions de ces belles choses eût été de faire enrager les voisines et les tantes. À défaut de ces élégances, quand ma mère avait un bonnet neuf ou une robe achetée au décrochez-moi ça,
Elle habillait le plus petit enfant le mieux qu'elle pouvait, partait se promener de long en large dans la rue où habitait une des voisines ou des tantes qu'il s'agissait de faire fondre d'envie. Et elle balançait la croupe et jouait avec l'enfant en affectant de ne voir personne. Mais du coin de l'œil, elle observait tout et venait nous raconter comment la tante avait écarté légèrement le petit rideau en se cachant, puis avait envoyé la petite cousine Catch pour bien détailler la toilette de ma mère, et que, bien sûr, la tante avait verdi de dépit de les voir, elle et son enfant, si bien attifés. Ma mère était cependant fort bonne, et malgré sa grande misère, je l'ai vue prêter à ces mêmes voisines sa robe du dimanche pour la mettre au clou. Quand on lui témoignait un peu de sympathie, elle se donnait tout à vous, trop même, et passait ses journées chez les autres, en lâchant le ménage et les mioches. Elle était plus rusée qu'intelligente, et aurait en somme dû être une poupée de luxe. Elle en avait toutes les aptitudes. Elle chantait toujours, en nous berçant dans ses bras, des louanges à la Vierge. Marie, reine des cieux. Puis il y était question de robe de soie bleue. Je ne l'ai entendue chanter que lorsque j'étais petite. Plus tard, la misère le lui avait désappris. Je me souviens d'une voix très timbrée, avec beaucoup de charme. Même quand ma mère était vieille, sa voix parlée avait gardé tant d'inflexion, et son rire était resté si jeune, qu'on devenait confiant et gai en sa compagnie. Mon père se maria en quittant l'armée et devint gendarme. Ce qui le décida à accepter cette fonction était surtout le cheval qu'il adorait. Ma mère, orpheline dès l'âge de 13 ans et obligée de gagner sa vie comme dentelière, ne savait rien, mais rien du ménage. Depuis l'aube jusque tard dans la nuit, elle avait dû faire aller les fuseaux, ne se levant de sa chaise basse que pour se mettre à table, et tout de suite après le repas, reprenant ce travail âpre, qui lui donna des clignotements d'yeux sur lesquels je me guidai pour observer ce qui se passait en elle. Aussi, le premier repas qu'elle fit pour mon père fut des pommes de terre avec comme sauce de l'huile de lin au lieu d'huile alimentaire. Puis quoi? Elle n'avait jamais eu de liberté. Maintenant elle était mariée et pouvait bien aller bavarder un peu chez les autres femmes de gendarmes, et quand mon père revenait de ses tournées, il ne trouvait rien de prêt, et devait souvent se remettre en selle sans avoir dîné. Alors, aux halles, il acceptait les petits verres qu'on offre volontiers aux gendarmes pour être bien avec eux, et il rentrait se tenant trop raide sur son cheval. Il fut déplacé plusieurs fois, puis révoqué. Il devint ensuite garde-chasse, mais il renonça à cette fonction de son plein gré. Il lui était impossible de mettre les menottes à un homme qui, ne mangeant jamais de viande, avait tiré un lapin sur son propre champ. Quand mon père entendait un coup de fusil qui lui semblait suspect, il faisait un détour, et à la nuit, il allait prévenir le paysan qu'il serait obligé de confisquer le lendemain le fusil caché sous les navets et de dresser procès-verbal. Après, toujours par amour du cheval, il entra comme cocher dans les grandes maisons. Mais couper sa moustache l'horripilait, et il n'y resta pas. Il s'engagea chez des loueurs, et de chute en chute devint cocher de fiacre. La première fois qu'il monta sur le siège d'un fiacre, il fut honteux comme d'une déchéance. Mais plus tard il en jugeait autrement, et disait que les cochers de fiacre étaient des ouvriers, tandis que les cochers de maître étaient des domestiques. Ma mère pouvait rester des jours sans manger, et n'en était guère incommodée, tandis que mon père souffrait énormément de ces privations. Et quand alors il entrait un peu d'argent, il y avait des conflits. L'un voulait tout dépenser à de la nourriture. L'autre prétendait en distraire une partie pour des vêtements ou autre chose indispensable.
Aussi ma mère avait-elle toujours un bas et faisait-elle des cachotteries continuelles qui mettaient mon père en fureur. Ces deux êtres, de race et de nature si différentes, s'étaient épousés pour leur beauté et par amour. Leurs épousailles furent un échange de deux virginités. Ils eurent 9 enfants. Pour le surplus, peu de leur goût et de leur tendance s'accordaient, et, avec la misère comme base, il en résulta un gâchis inextricable. Nulle part, autant que chez nous, je n'ai entendu parler de beauté. Quand nous nous rêvions riches, nous nous entretenions surtout de ce que nous aurions appris, de toutes les belles choses dont nous nous serions entourés, et pour des affamés comme nous, la nourriture ne venait qu'en dernier lieu. J'ai souvenance d'un dimanche après-midi où mon père voulait faire la lecture à ma mère, qui avait un nouvel enfant au sein. Il en était empêché par les voisins de l'étage au-dessus, qui recevaient des amis et s'amusaient à chanter en tapant des pieds en cadence et en frappant avec des couteaux sur des verres. Il avait déjà, à plusieurs reprises, fermé son livre en jurant, quand on frappa à la porte. C'était la voisine, qui venait inviter mes parents à partager leur divertissement. Je me disais, les voisins n'ont jamais rien, ils lisent par ennui, alors si vous vouliez prendre part à notre plaisir. Mon père remercia, mais d'un ton légèrement hautain, où perçait son mépris et sa mauvaise humeur de ce qu'on l'avait cru capable de s'amuser à de semblables vulgarités. La femme se retira confuse. Mon père était pris à la campagne d'une joie tellement émue que les larmes lui montaient aux yeux. Jusqu'au coassement des grenouilles dans les mares l'intéressait, et quand nous voulions leur jeter des pierres, il nous disait « Vous allez interrompre leur causerie, et elles s'expriment si bien dans leur langage. Elles font ménage comme nous, ont des enfants, mais ne doivent pas avoir autant de misère, car elles ne seraient pas si gaies. » Après ma 9e ou 10e année, je ne me rappelle plus grand-chose de sympathique chez nous. La misère s'était implantée à demeure. Elle allait s'aggravant à chaque nouvel enfant. Et l'usure et le découragement de mes parents rendaient de plus en plus fréquents les jours de famine et de détresse. Quand je me réveillais, c'était le soir. J'avais eu la rougeole et m'étais, une après-midi, échappé de la maison pour regarder les garçons jouer à jeter des billes dans des tuyaux de pipe fichés en terre. Je m'étonnais de voir leurs ombres s'agrandir ou se rapetisser suivant leurs mouvements, et je me demandais d'où provenaient ces ombres et pourquoi elles s'agrandissaient et se rapetissaient ainsi, quand je me sentis tout à coup empoigné par derrière, secoué dans tous les sens, et une voix criait « Méchante fille, tu pourrais mourir d'être sortie !» C'était notre servante qui m'arrangeait de cette façon. Nous avions, quelle dérision, une servante. Ma mère, n'ayant à cette époque que 5 enfants, pouvait encore s'occuper de son métier de dentelière, et comme l'ouvrage abondait momentanément, elle avait dû engager une petite bonne pour l'aider dans le ménage. Celle-ci me battit convenablement, comme c'est l'usage dans le peuple quand un enfant se fait mal. Puis elle me coucha dans ma petite crèche en bois, posée par terre contre le mur. Je m'endormis, et quand je me réveillai, c'était le soir. Ah, l'exquise sensation de bien-être et d'intimité! La chambre était bien éclairée, un bon feu brûlait dans l'âtre, ma mère faisait des dentelles au métier, et mon père lisait à haute voix les 1001 nuits. Parfois il s'arrêtait pour échanger des réflexions avec ma mère. Cato, si nous n'avions qu'à dire « Sésame, ouvre-toi », je ne te laisserai pas t'abîmer ainsi les yeux le soir à cette dentelle.